commencer cette année, du coup, on va faire une conférence ce soir qui revient un peu aux origines du comité para pour changer un peu des thèmes qui sont peut-être un peu plus à la mode dans la sphère sceptique. Celui-là ne l'est plus trop. Et donc, on va parler de paranormal avec Jérémy, qui est le président du comité para, pour celles et ceux qui ne le connaissent pas, et qui est assistant en psychologie dans la vie de tous les jours, mais qui est aussi un passionné de ce genre de sujet. Et voilà. Voilà, mais donc c'est très chouette de voir que vous êtes nombreux à cette conférence. Effectivement, le comité para, historiquement, parlait beaucoup de paranormal après la Deuxième Guerre mondiale. Et puis, au fil du temps, on est devenu une assoce plutôt de vulgarisation de sciences généralistes. Donc, on a aujourd'hui des sujets très vastes. Et de temps en temps, on refait quand même encore une conférence sur le paranormal. Donc voilà, je suis très content de pouvoir parler un peu de paranormal aujourd'hui. Plus spécifiquement, on va parler de poltergeist et un peu de maisons hantées. On va revenir un peu sur les définitions de ces termes par la suite. Alors, je vais lancer mon PowerPoint ici. Voilà, donc aujourd'hui, on va parler donc de poltergeist et plus précisément du poltergeist d'Enfield, qui est un cas assez connu, qui a été adapté en fait dans plusieurs séries, films. Il y a pas mal de livres qui sont consacrés et au niveau film, le plus récent, c'est Conjuring 2, dont vous avez peut-être entendu parler si vous suivez un petit peu le cinéma d'horreur. Donc on va parler un petit peu de ce cas qui est vraiment intéressant parce qu'il permet en fait d'illustrer toute une série d'infos scientifiques utiles sur ces sujets, puisque c'est un cas qui est relativement, on va dire un cas d'école, quoi. On y retrouve pas mal de caractéristiques assez fréquentes des histoires de poltergeist. Et donc on fera un petit tour par ce cas, on fera un petit tour aussi par Conjuring 2, pas tellement pour parler du film en général, mais plutôt pour faire un petit comparatif entre la manière dont le film présente l'histoire du poltergeist d'Enfield, ce qui s'est passé, et puis la vraie histoire, parce qu'il y a des choses intéressantes à dire par rapport à ça. Et après, je vous donnerai quelques éléments de la littérature scientifique sur les poltergeists. Voilà, ça sera vraiment quelques éléments, puisque il y a beaucoup de choses à dire, donc j'ai fait une sélection de quelques infos qui sont à mon avis intéressantes pour des personnes qui ne connaissent pas le sujet. Mais il faut savoir que c'est un sujet pour lequel il y a beaucoup de publications, même si on n'en parle pas beaucoup au niveau du public. Donc il y a chaque année beaucoup de chercheurs professionnels qui publient sur ces sujets. Il y a des choses assez intéressantes. Petit détail technique aussi, vous allez voir sur la plupart de mes slides des illustrations qui ont été faites par Midjourney, qui est une intelligence artificielle. Donc tout ce qui est dessin, c'est généré par l'IA pour ma conférence. Voilà, le reste sont des photos en général en lien avec les faits réels, des vraies photos. Voilà très brièvement ce qu'on va aborder aujourd'hui. Et après, dans les éléments tirés de littérature scientifique, il y aura quelques thématiques. Il y aura la question du cadrage idéologique des phénomènes. Donc ça, c'est la manière dont on aborde les cas. Je vous expliquerai plus en détail ce que ça veut dire. Il y a un profil des personnes qui vivent les expériences perçues comme paranormales. Donc là, on aura quelques infos sur est-ce qu'il y a quelque chose à dire sur les personnes qui vivent ces phénomènes, est-ce qu'elles ont des profils particuliers ou pas. Il y a aussi quelques infos sur le syndrome de la personne hantée, qui est une théorie proposée par des chercheurs. Quelques théories un peu plus surprenantes, sur lesquelles je reviendrai à la fin, et aussi un petit point sur les influences sociales et culturelles par rapport à ces phénomènes, parce que ça, c'est un point quand même important. Voilà, donc je passe à ma petite présentation du poltergeist d'Enfield. Donc c'est une histoire qui commence en 1977 avec la famille Hodgson. En très résumé d'abord, donc c'est une famille qui commence à vivre des phénomènes donc inexpliqués, des objets qui volent, des meubles qui sont renversés dans certaines pièces, des bruits étranges, des grattements, des coups dans les portes, dans les murs, et puis aussi certains phénomènes que certaines personnes ont interprétés comme une sorte de possession. Il y a beaucoup de personnes de l'extérieur qui sont intervenues dans cette situation, et ça a duré aussi 2 ans, presque 2 ans, donc c'est une assez longue période. Donc il y a eu beaucoup de journalistes, il y a eu des investigateurs du paranormal, il y a eu des prêtres, il y a eu vraiment un peu de tout. Et ça a des impacts. Au final, on a des conclusions avec des avis assez divergents sur la nature finalement réelle des phénomènes, même si beaucoup de personnes ne sont pas convaincues du fait qu'il y avait quelque chose vraiment de paranormal à Enfield, pensaient que ça s'expliquait d'autres manières. Et voilà, on parle de poltergeist essentiellement parce que les phénomènes ici étaient centrés sur Jeannette, qui était une des enfants de la famille. Donc très brièvement,
de manière basique la différence entre poltergeist et maison hantée. Donc, poltergeist, les phénomènes sont centrés autour d'une personne. La maison hantée, c'est plutôt centré sur un endroit spécifique. Donc si les gens bougent, c'est pas pour autant que le phénomène s'arrête. Voilà, c'est une définition très très schématique, mais on y reviendra aussi par la suite. Donc ici on parle en fait d'une famille plutôt précarisée dans une banlieue londonienne. Une mère seule avec 4 enfants, donc il y a Jeannette qui a 11 ans, Margaret qui en a 13, et puis il y a 2 petits frères, Billy et Johnny, qui sont relativement peu concernés par les phénomènes. C'est surtout Jeannette qui est concernée. On verra en détail pourquoi. Et puis Margaret un petit peu. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de ces phénomènes? Il y a quelques exceptions, mais en gros, la majorité des infos qu'on a sont basées sur des témoignages, des personnes qui y étaient, des personnes qui y vivaient, des personnes qui sont venues dans la maison voir ce qui se passait, qui ont fait des interviews. Voilà. On a aussi une série de photos, quelques enregistrements. On en verra tout à l'heure, mais c'est relativement limité. Évidemment, on est en 1977, donc tout le monde n'avait pas de smartphone pour filmer. Et même les caméras, à cette époque-là, c'est un matériel qui est quand même assez rare. Donc la majorité des enquêtes des journalistes ont été faites avec les appareils photo. Ce que les témoignages disent, c'est qu'il y a toute une série de choses qui ont été observées. D'abord, il y a le fait qu'à certains moments, certains observateurs, en tout cas, ont l'impression d'avoir vu Jeannette léviter. En gros, ce qu'ils appellent léviter, c'est qu'elle était au-dessus de son lit. On verra des photos après. Il y a des objets qui se déplacent. À une ou deux exceptions près, il y en a aussi qui ont changé de pièce. Certaines personnes ont dit qu'ils se téléportaient. Et il y a aussi des déplacements vécus par Jeannette et parfois par Margaret. Là, il y a une petite erreur, c'est pas Peggy, c'est Margaret. Alors, ce que j'entends par déplacement, c'est à certains moments, les filles se plaignaient d'avoir une force qui les tirait ou qui les déplaçait par rapport à leur lit, aussi dans l'escalier. Et ça a été relaté dans les témoignages. Il y a des questions de possession. Alors, c'est interprété comme une possession par certaines personnes. On verra là aussi plus en détail ce qui se passait. Mais en gros, Jeannette a commencé à un moment à faire des bruits bizarres. Et après un certain temps, suite aux demandes des investigateurs, elle a commencé à parler et à répondre à des questions d'une manière qui a été interprétée comme une possession par certaines personnes. Alors concrètement, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle avait des mouvements étranges. Au début, elle faisait des sifflements ou des sortes d'aboiements. D'abord, souvent cachés dans une pièce, et puis après, avec les investigateurs. Il y a des coups aussi sur les surfaces, des coups comme ça, des grattements aussi dans les murs. Donc le phénomène, comme je disais, ça a démarré en 77. Et à la base, c'était surtout des coups qui venaient de la chambre de Jeannette. Et il y a eu un moment, un témoignage, où elle dit qu'il y a un de ses meubles qui s'était renversé tout seul dans la pièce. On verra après en photo. Et parfois, il y a eu des phénomènes aussi à l'extérieur quand Jeannette était dans un autre endroit. Il y a certains moments où elle était en fait dans la maison des voisins, chez qui ils allaient un peu appeler à l'aide, notamment. Les phénomènes se sont arrêtés en 79, donc à peu près 2 ans, après un grand nombre d'interventions de différents types. Mais d'après Jeannette, dans une interview qu'elle a donnée beaucoup plus tard, quand elle était adulte, selon elle, elle lie la fin des phénomènes à l'intervention d'un prêtre, qui est la dernière intervention qu'il y a eu sur place. Et suite à ça, les phénomènes se sont arrêtés, donc à peu près 2 ans après le début, sans plus d'explications. Donc il n'y a pas d'autres infos sur l'arrêt des phénomènes que tout d'un coup, ça s'est arrêté. Et voilà. Et Jeannette et Margaret ne donnent pas plus d'explications que ça. Il y a eu des interviews, en fait, quand elles étaient adultes, et il n'y a pas beaucoup plus d'infos de ce côté-là. Alors, au niveau des investigations, donc comment ça s'est passé, en fait? Donc, la famille a commencé à se plaindre de ces phénomènes aux voisins, et puis à la police. Et donc il y a eu une visite de 2 agents de la police locale. La policière qui était là, en fait, elle dit qu'elle a vu en tout cas une chaise glisser sur le sol. Ça, c'était un des premiers témoignages d'une personne extérieure. Et ça a déclenché une sorte d'intérêt pour ce qui se passait à Enfield, qui fait qu'il y a beaucoup de journalistes, suite à ça, qui ont débarqué à des périodes différentes. Et il y a aussi toute une série d'investigateurs. Je dis investigateurs, c'est un terme un peu générique pour... on va dire intéressés du paranormal au sens large, que ce soit des gens juste curieux ou des gens qui venaient pour proposer une aide sous une forme ou une autre. Il y a eu un peu de tout, puisqu'on a beaucoup parlé de ce phénomène dans les médias, et il y a certains journaux locaux qui ont couvert en fait les faits pendant une très très longue période. Alors on a aussi dans les investigateurs, on a les Warren qui sont venus visiter la maison. Alors ce sont des investigateurs
un peu particulier parce qu'ils étaient extrêmement connus à l'époque. Ce sont des Américains et pas des Anglais. Ils ont fait le voyage une journée pour venir voir ce qui se passait et qui se présentaient pour Ed Warren comme démonologiste et pour Lorraine comme médium. Et donc voilà, c'est des gens qui allaient enquêter un peu partout et qui ont écrit énormément de livres, qui ont fait beaucoup d'émissions, qui ont créé un musée chez eux. Enfin voilà, il y a toute une entreprise en fait autour des Warren. On en reparlera un peu par la suite. À côté de ça, il y a plein d'autres spécialistes. Il y a eu des magiciens qui sont venus, il y a eu un ventriloque, différents sceptiques qui ont été voir, qui ne sont pas des gens qui croient au paranormal, mais qui sont venus investiguer un peu ce qui se passait pour voir s'ils ne pouvaient pas expliquer les phénomènes d'une manière non paranormale. Et puis on a eu aussi des personnes de la SPR, donc la Society for Psychical Research, qui est une association britannique qui date de 1882 et qui est assez connue en fait, dans le domaine du paranormal. C'est une association qui a tenté très tôt d'étudier le paranormal d'une manière scientifique, même si les membres étaient un peu d'origine assez diverse et n'étaient pas scientifiques pour autant. Donc voilà, ils avaient des postures qui pouvaient être assez variables entre des personnes qui étaient très fort convaincues de l'existence du paranormal et d'autres moins. Cependant, ils ont contribué quand même à faire évoluer les connaissances scientifiques dans ce domaine, notamment parce qu'ils ont démasqué pas mal d'escrocs dans le milieu, parce que le milieu paranormal est quand même entaché de beaucoup d'histoires d'escroquerie ou d'arnaques. Donc, c'est-à-dire des gens qui avaient développé, parfois de manière très inventive, des dispositifs qui permettaient de simuler des événements paranormaux. Alors ça pouvait être parler à des défunts, parler aux fantômes, des tables tournantes, des différents trucs du style. Et voilà, les gens sont parfois très doués pour avoir des dispositifs un peu comme un magicien, mais qui permettent de tromper le public. Et voilà, la SPR a quand même pas mal publié là-dessus pendant toute une époque. Et ils ont envoyé plusieurs investigateurs, dont deux qui sont restés là pendant très très longtemps, qui sont Maurice Gross et Playfair. Je n'ai pas retenu son prénom, Playfair, je notais les initiales. Et donc, il y a d'autres personnes de la SPR qui sont venues, mais Gross et Playfair sont restés vraiment sur place de manière intensive, jusqu'à carrément dormir dans la maison avec la famille, partager la vie familiale, et parfois aussi certaines nuits rester seuls dans la maison, pour Maurice Gross notamment. Et ce sont eux qui ont contribué, en tout cas, au recueil de la plus grande partie des données qu'on a sur ce cas. C'est vraiment littéralement des centaines d'heures d'enregistrements audio qu'ils ont fait, plein de photos, plein de témoignages, etc. Il y a d'autres investigateurs de la SPR qui sont passés aussi et qui ont enquêté, mais de manière plus brève, et qui n'avaient pas forcément les mêmes avis d'ailleurs que Gross et Playfair. Donc comme je disais, les données recueillies, c'est surtout des témoignages, des vidéos. Il y a quelques vidéos d'interviews, mais qui sont assez rares. Vous pouvez notamment trouver, si ça vous intéresse, sur YouTube, il y a un reportage de la BBC qui est très sympa. Ça se trouve facilement. Vous tapez Poltergeist d'Enfield, vous allez le trouver. Et c'est plutôt bien. Il y a des interviews en fait, de toutes les personnes qui sont intervenues à l'époque. Je vous le conseille plutôt. Voilà, comme je disais, les journalistes n'ont pas beaucoup de caméras et Gross et Playfair n'avaient pas de caméras, même s'il y a eu certains journalistes extérieurs de magazines assez renommés qui sont venus avec des caméras de manière très très ponctuelle, notamment la BBC. Voilà, petite série de photos. Donc là on a la famille Hodgson, donc à gauche donc on a Margaret, et puis on a les deux petits, donc il y en a un qui est caché, en fait un Miguel entre les deux plus grands, et puis Margaret c'est la petite en bas à droite. Donc la plupart des photographies que je vais montrer ici dans les autres dias viennent du Daily Mirror, donc qui est le journal qui a couvert la majorité du temps l'événement et qui a beaucoup publié dessus. Ça c'est Maurice Gross et Playfair. Maurice Gross était ingénieur de formation et Playfair c'est un écrivain. Ils sont tous les deux membres de la SPR et ce sont des gens qui relatent avoir vécu des expériences qu'ils ont estimées paranormales et qui les ont beaucoup marquées, et ce sont ces expériences qui les ont amenés à la SPR à la base, à l'intérieur d'un autre parcours, parce que voilà, ils ont eu pas mal d'années d'investissement dans le paranormal à différents niveaux. Et donc ce sont des personnes qui sont vraiment convaincues de l'existence du paranormal, ce qui n'est pas le cas, comme je disais, de tous les gens de la SPR. Certains sont plus en retrait par rapport à ce type de croyance. Alors ça, ce sont les photos de lévitation. Donc ça, ce sont des photos qui ont été présentées par Maurice Gross.
donc elles ne sont pas faites par le Daily Mirror. Et il a toujours présenté ces photos comme étant des preuves importantes de l'évitation de Jeannette. Alors, voilà, bon, bah, vous pouvez voir les photos comme moi. Évidemment, ces photos n'ont pas convaincu beaucoup de gens. Et effectivement, les autres investigateurs de la SPR n'étaient pas vraiment d'accord avec lui sur le fait que ces photos étaient convaincantes. Il y a d'ailleurs des gens qui ont fait des schémas un petit peu plus physiques. Je ne vais pas les montrer ici, mais en gros, pour un peu montrer quelle est la physique de quelqu'un qui saute sur un trampoline ou d'un lit, en l'occurrence ici. Voilà, et ça correspond assez bien au mouvement qu'on peut voir de quelqu'un qui est projeté par une force et après qui redescend avec la gravité. Bon, voilà, je ne dois pas vous faire une explication scientifique là-dessus, c'est assez clair. Je pense que, en tout cas, ça ne ressemble pas forcément à autre chose qu'un enfant qui saute de son lit. Ici, on a une photo en fait, où on voit donc, ces déplacements de force dont je parlais tout à l'heure. Donc, il y a eu des moments où en fait, les filles étaient dans une position dans ce genre-là, soit dans les chambres, parfois dans l'escalier aussi. Et elles disaient qu'elles étaient tirées ou poussées par une force et appelaient un petit peu les personnes qui étaient dans les parages, en sachant qu'en général, ils appelaient souvent les investigateurs, puisqu'il y avait en général Maurice Grosse et Playfair et parfois d'autres en plus qui étaient là et qui étaient prêts à guetter le moindre phénomène paranormal et qui accouraient en fait pour voir ce qui se passait. Ici, on voit une deuxième photo avec Maurice Grosse, donc il tient Jeannette pendant une de ses transes. Alors, ce qu'ils appelaient transe, donc c'est un peu la définition classique de la transe. Donc, c'est quelqu'un qui a l'air d'être dans un état un peu second, où il y a des mouvements étranges, des bruits étranges, la personne n'a plus l'air de se contrôler tout à fait. Et ici, Jeannette, en général, elle avait ce qui ressemblait un peu à une sorte de crise d'épilepsie aussi, dans un sens. Même si je ne pense pas que c'était ça ici, parce qu'il n'y a pas d'infos disant qu'elle était épileptique. Mais voilà, c'était plutôt, elle faisait des grognements, des sifflements, des bruits bizarres. Et dans les écrits de Grosse et de Playfair, en tout cas, ils expliquent que ça arrivait assez fréquemment, et pour eux, c'était quand même, en tout cas, quelque chose qui semblait pas simulé. Ça, c'est une photo du lit qui était renversé dans la chambre de Jeannette. Alors, à savoir qu'il n'y a personne qui a observé ce qui s'est passé, donc souvent, les phénomènes se passaient quand les investigateurs n'étaient pas dans la même pièce que les enfants, et en tout cas que Jeannette. Et ils entendaient du bruit, il y a un truc qui se passait, et puis ils arrivaient et ils constataient quelque chose qui s'était passé, et ils avaient les explications de Jeannette, ou parfois Jeannette et Margaret, qui expliquaient qu'il y avait eu des bruits, un meuble qui avait bougé tout seul, qu'on les avait traînés en bas de leur lit, ou quelque chose de ce style-là. Mais il n'y a pas énormément de moments où les investigateurs expliquent avoir vécu de manière directe un phénomène paranormal, même s'il y a un ou deux exemples quand même, j'y reviendrai après, mais c'est relativement rare. Et quand ils expliquent avoir vécu quelque chose, en général on a des photos, c'est les photos que je vous montre ici, et ça ne semble pas forcément, pour le dire de manière neutre, on va dire ça ne prouve pas l'existence d'un phénomène paranormal quand on voit leurs photos. Ici, on a une photo aussi où, ça c'est l'oncle de Jeannette en fait, et Maurice Grosse explique qu'elle était sur une table, et on ne voit pas très bien, mais en fait il y a un poste radio, donc de l'époque il y a un gros poste radio, et elle était apparemment endormie sur le poste radio, ce qui semblait très étrange. Voilà, donc effectivement c'est un comportement étrange, ça vient probablement pas à tout le monde l'idée d'aller dormir sur un poste radio, mais c'est pas paranormal pour autant bien sûr. Voilà. Alors quelques infos complémentaires. Donc, comme j'ai dit, le Daily Mirror a couvert l'événement pendant des mois, et la personne qui était là le plus souvent, c'était un journaliste qui s'appelle Graham Morris, qui a pris beaucoup de photos. Et il y a un témoignage où en fait il a déclaré avoir vu des briques de Lego qui volaient dans les airs. Je crois que c'était dans la cuisine, parce que c'est souvent dans la cuisine qu'il y avait des phénomènes, et dans la chambre des enfants. Et il n'a pas vu d'où ces Lego venaient, et il explique qu'il en a reçu une sur le front. Alors ça recoupe d'autres témoignages, parce qu'il y a plusieurs fois des témoignages d'objets qui ont été projetés, mais bon, le problème c'est que les investigateurs ne voient jamais le point de départ de l'objet, c'est-à-dire qu'ils ne voient jamais un objet qui commence à se déplacer. Il y a un moment, ils constatent qu'il y a un objet qui vole dans la pièce,
et c'est ça qui est expliqué, mais voilà, on ne sait pas, on ne voit pas le démarrage de l'objet, si vous voyez ce que je veux dire. Il y a aussi un ou deux cas de figure où ils expliquent qu'un objet se serait téléporté d'une pièce à l'autre. Ce qu'ils entendent par là, c'est qu'on a retrouvé l'objet dans une pièce où il n'était pas à la base, et bon, d'après leur témoignage, ils avaient l'air plus ou moins sûrs que cet objet était bien dans l'autre pièce que celle, par rapport à celle où ils l'ont retrouvé. Voilà, bon, ça aussi, c'est des témoignages qui n'ont pas beaucoup convaincu leurs collègues du SPR, qui étaient assez sceptiques par rapport à ça. Notamment, il y avait une explication, je crois que c'était Maurice Grosse à un moment qui parle d'une pantoufle qu'il a vu voler en fait à travers la pièce. Et son témoignage, en fait, il explique, oui, j'étais sûr d'avoir vu que cette pantoufle était à tel endroit dans la pièce, mais il ne regardait pas non plus l'endroit en question. Et donc voilà, ce que les gens lui répondaient, c'était, oui, mais c'est possible que une des filles a subtilisé l'objet à un moment où on ne l'a pas vu pour le lancer plus tard. Voilà, enfin, c'est facilement arrivé. Donc, c'est de nouveau, on n'a pas de preuve que ces objets démarraient un mouvement par eux-mêmes, ce qui est un peu embêtant. Alors après, il y a une série d'autres petits phénomènes un peu plus particuliers qui sont cités en fait, dans les récits des investigateurs. Par exemple, il y a un moment où ils ont retrouvé des morceaux de papier brûlés dans la cuisine qui, d'après Maurice Grosse, se seraient allumés et éteints tout seuls quand il n'y avait personne dans la pièce. Voilà, de nouveau, le problème, c'est que ce sont des témoignages, donc on n'a pas de photos, on n'a pas de vidéos. Voilà, on a juste les témoignages de Maurice Grosse. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que, pour revenir à ces questions de possession que j'avais annoncées au début, donc Jeannette a de nombreuses fois parlé avec une voix gutturale en disant qu'elle était Bill ou Joe, ou parfois d'autres noms, même si Bill ou Joe c'était les noms qui revenaient souvent. Alors, lors de ces transes, souvent effectuées sur demande, en général par les investigateurs, il y a eu des enregistrements, plusieurs, il y a d'assez gros enregistrements d'ailleurs. Et en fait, elles ont commencé plus ou moins 4 mois après le début des phénomènes. Au début, c'était juste des petits bruits que Jeannette faisait dans une pièce isolée où il n'y avait personne qui la regardait. Et c'était pas possible, ça n'arrivait pas s'il y avait quelqu'un avec elle. Et après un certain temps, elle a commencé à faire ces bruits aussi en présence des investigateurs, toujours Maurice Grosse et Pfeffer. Et Maurice Grosse a tenté, en tout cas de manière fréquente, de la faire communiquer, en fait, de lui poser des questions et d'essayer de lui amener à répondre par un langage intelligible et pas en faisant des bruits. Et ça a fini par fonctionner. C'est lui qui le dit, hein, dans ses écrits. Et donc, il y a un dialogue qui est apparu petit à petit. Le problème, c'est que ce dialogue est resté quand même assez basique, voire enfantin, comme le font remarquer pas mal de gens. Et donc, il y a des enregistrements où on peut écouter ces dialogues, et c'est franchement pas très intéressant, quoi. Je veux dire, au début, Maurice Grosse demandait « Est-ce que tu peux dire mon nom ?» Et puis ça lui a pris plein d'essais, puis il a fini par dire son nom, et puis il répétait ça souvent, et puis après ça, il y a eu des phrases. Et puis c'était un dialogue un peu plus ouvert, mais qui n'était pas non plus très élaboré, et qui était parfois un peu étrange, dans le sens où un peu incohérent en fait. Voilà, il y a un enregistrement où on peut l'entendre dire je connais une blague par exemple. Il y a des enregistrements où il parle, en tout cas si c'est un fantôme, il parle des règles, voilà, ce qu'on peut imaginer être en lien avec une fille qui est à cet âge-là. Donc il y a des moments où c'est des insultes aussi, fuck you, shut up, des insultes assez basiques. Bref, en tout cas, il n'y a pas dans ces récits des informations développées sur quelque chose. Ça reste vraiment du basique. J'ai envie de dire, et comme d'autres ont fait remarquer, ça reste des choses que dirait un enfant de 10-12 ans qui simulerait un fantôme, quoi. Donc assez pauvre à ce niveau-là. Je vais juste pour vous montrer à quoi ça ressemble, je vais vous passer un très court extrait. Bon, les enregistrements sont très vieux, donc je ne vous passe pas un long extrait parce que c'est aussi difficile à comprendre. C'est juste pour vous montrer à quoi ressemblait la voix en fait, parce que ça a une importance pour la suite. C'est tiré du reportage de la BBC d'ailleurs. I'm invisible. You're invisible? Why are you invisible? G-I-O-S-T.
because I'm a G-H-O-S-T. Voilà, c'est juste pour vous montrer à quoi ça ressemblait la voix. En fait, là, ce qu'elle dit, c'est Maurice Grosse lui pose une question, puis elle dit « Je suis invisible », et puis elle donne les lettres de Ghost. Il y a des enregistrements très longs, donc, mais ils ne sont pas très intéressants, donc je ne vais pas en passer plus. Alors, cette voix, donc au début, comme je disais, c'était des sifflements, des aboiements, et après, il y a une discussion assez basique. Alors, d'après Maurice Grosse, ce type de voix ne peut pas avoir été simulé par Jeannette. Alors, pourquoi ? En fait, Maurice Grosse explique dans ses écrits et aussi dans l'interview de la BBC que ce type de voix, en fait, si on veut la simuler, en gros, on doit utiliser en fait ce qu'on appelle les fausses cordes vocales, qui est une partie des cordes vocales qu'on utilise moins et qui s'irrite facilement en fait. Et donc Maurice Grosse est persuadé que ce n'est pas possible que Jeannette ait utilisé cette méthode, qui est utilisée notamment par des ventriloques, parce que ça irrite assez fort les cordes vocales assez rapidement. On ne peut pas faire une longue discussion soutenue avec cette méthode. Ce qu'il y a, c'est que quand on écoute les enregistrements, on se rend compte quand même de deux choses. C'est que d'abord, elle parle très très lentement. Même appeler ça un dialogue, c'est même un peu limite, parce que voilà, elle dit quelques mots, elle dit une phrase, il faut attendre 20 secondes pour avoir la suite. Donc on peut imaginer que, en tout cas, si c'était simulé, la pression sur les fausses cordes vocales aurait été en tout cas plus faible que quelqu'un qui donnerait une conférence, je ne sais pas, ou qui essayerait de faire le ventriloque et de faire parler de marionnettes pendant 10 minutes. Voilà, après Maurice Grosse était persuadé que c'était impossible de simuler ça. Il y a eu la visite d'un ventriloque qui lui n'était pas du tout convaincu et qui a conclu que c'était des blagues des enfants en gros. Et lui n'était pas impressionné du tout par cette voix. Alors, c'est pas pour autant que ça ne demande pas un certain entraînement d'arriver à produire ça correctement, mais ça, en tout cas, pour lui, ça n'avait rien de paranormal ou d'incroyable que les enfants arrivent à faire ça. Maurice Grosse explique qu'il a utilisé différentes méthodes pour essayer de tester si Jeannette était capable de faire de la ventriloquie ou pas. Mais là, voilà, on n'a pas de vidéo. C'est nouveau, c'est ce qu'il explique. Il dit qu'il a essayé de mettre notamment du sparadrap sur la bouche de Jeannette pour empêcher de parler, qu'elle a réussi à parler quand même. Bon, voilà, c'est des méthodes qui valent ce qu'elles valent. Le problème, c'est qu'on n'est pas là pour vérifier si ça tenait la route ou si c'était des tentatives qui n'étaient pas vraiment pertinentes pour l'empêcher de parler de manière surnaturelle. Donc voilà, on ne peut pas en tirer grand-chose. Voilà, donc il y a pas mal de détails qui font douter de la nature des phénomènes. Et les collègues de la SPR les ont relevés, mais aussi pas mal d'autres personnes qui ont été investiguer ces cas. Donc dans ces éléments, on peut en citer quelques-uns. Les phénomènes sont surtout centrés autour de Jeannette. Donc quand elle n'est pas là, ou en tout cas dans les pièces où elle n'est pas, il ne se passe pas grand-chose. C'est pas forcément une preuve qu'il n'y a pas un phénomène paranormal, parce que ça pourrait être lié à elle et être quand même paranormal. Certains de ces phénomènes ne se produisent donc que si Jeannette est enfermée seule dans la pièce. Ça, c'était au début. Après ça a changé un petit peu, mais pendant plusieurs mois, c'était vraiment très très spécifique. Jeannette est seule dans une pièce et il se passe un truc qu'on ne peut pas voir. Donc les premières possessions, par exemple. Et les investigateurs, Maurice Grosse et Pläffer, le relèvent d'ailleurs bien dans leurs écrits et disent eux-mêmes qu'il y a plusieurs fois où ils ont douté en fait, de la véracité des phénomènes et se sont demandé si c'est pas Jeannette qui leur jouait un mauvais tour. Donc il y a un certain doute chez eux, en tout cas pendant un certain temps, même s'ils finissent par être convaincus des phénomènes, alors que d'autres personnes ont été de moins en moins convaincues. Alors quand les objets sont déplacés ou retournés sur le sol, il n'y a en général pas de témoins. Ou alors les témoins ne voient pas l'origine du déplacement du mouvement, comme je disais. Alors, une autre chose qui est intéressante, c'est qu'il y a une interview, celle de la BBC justement, où il y a un passage où le journaliste de la BBC interviewe Jeannette et Margaret. Et le journaliste demande qu'est-ce que ça fait de vivre dans une maison hantée. Et en fait, Jeannette répond en rigolant, la maison n'est pas hantée. Et alors il y a sa sœur qui rigole un peu et qui lui fait un truc genre mais si, elle est hantée. Ça fait vraiment blague d'enfant quand on voit l'interview. Et voilà, donc ça a questionné quand même pas mal de personnes. D'autant plus,
et ça on le saura du coup plus après, il y a eu des interviews beaucoup plus tard où Jeannette a admis avoir simulé une partie des phénomènes, mais en disant que c'était pas plus que 2%. Voilà, je la cite texto. Voilà, donc ça aussi, bon, ça fait un peu douter quand même du truc. En plus que ça, elle a été une fois prise en flagrant délit de tricherie par Maurice Grosse, où elle a pris le magnétophone en fait et qu'elle a caché dans un tiroir. Et c'est très drôle de lire ce que Maurice Grosse en écrit, parce qu'il écrit que que Jeannette est maligne et qu'elle essaye aussi de tester notre patience. Mais en gros, il n'en tire pas comme conclusion que les autres phénomènes pourraient être faux. Il en tire plutôt comme conclusion qu'elle essaye d'en rajouter ou qu'elle essaye de faire des blagues en plus pour amplifier, entre guillemets, le phénomène. Voilà, il y a cette idée qu'on retrouve aussi chez d'autres personnes hein, dans ce domaine, qu'il y a une partie des sujets qui vivent des phénomènes paranormaux et qui vont en rajouter, mais que ce n'est pas pour autant que le phénomène est faux. Voilà. Donc il se passe des vrais trucs, mais les gens vont en plus en simuler. Voilà. Donc ça, évidemment, ça ajoute un peu de doute par rapport à ces témoignages. Alors Maurice Grosse a dormi seul dans la maison, et quand il était seul dans la maison, il ne se passait absolument rien. Et par rapport à ça et d'autres événements, il dit d'ailleurs dans ses écrits que le poltergeist a l'air vraiment intelligent, puisque c'est comme s'il faisait tout pour qu'on ne puisse jamais l'observer. C'est ce qu'il dit texto, hein, je le cite. Voilà. De nouveau, mais il n'en tire pas comme conclusion que c'est des blagues d'enfants. Oui, donc il y a eu l'absence de Jeannette. Donc il y a eu une longue période où elle était à l'hôpital pour des bilans, notamment des bilans neuro par rapport à l'épilepsie, je pense, où il n'y a pas eu de résultats positifs. Et les phénomènes ont drastiquement diminué à ce moment-là. Il restait sa grande sœur qui était parfois au centre d'une minorité de phénomènes et qui vivait encore quelques trucs. Voilà. Et aussi lorsque Jeannette était face aux caméras, quand il y avait des caméras, en tout cas pour les grands, dans la BBC notamment, là il ne se passait jamais rien. Donc il n'y a rien sur les films, en tout cas, il n'y a pas de mouvement d'objet, il n'y a pas de phénomène à étudier, il n'y a juste rien en vidéo. Alors quelques infos par rapport à Conjuring 2 maintenant. Ça c'est la famille, enfin en tout cas les enfants. Ça c'est la maison. Petite maison des bourgades londoniennes. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont très bien reconstitué en fait pour le film pas mal d'éléments historiques. Donc le réalisateur James Wan s'est beaucoup renseigné sur les détails historiques et a intégré beaucoup de détails historiques dans le film. Voilà, ça c'est Maurice Grosse par exemple. Donc il y a une vraie photo à gauche et puis il y a Maurice Grosse dans le film qui joue son... Enfin, bon, pas Maurice Grosse, mais il y a un acteur qui joue Maurice Grosse dans le film et qui a son rôle d'investigateur dans la maison pendant toute une partie du film. Ici, on voit les deux grandes filles dans leur chambre, où ils ont essayé de reconstituer une déco similaire. Et elles jouent avec une planche de Ouija. Donc, les planches de Ouija, c'est ces planches où il y a des lettres. Et puis, en général, on touche la planche, une espèce de planchette en fait avec un trou dedans, et on touche cet objet et on pose des questions aux fantômes ou aux entités ou quelque chose, et la planche se déplace pour faire avec des lettres pour constituer des mots. Donc ça c'est une scène du film et elle est aussi relatée en fait par Jeannette. Il n'y a pas de photo de photo réelle, mais elle explique qu'ils ont utilisé une planche de Ouija avant le début des phénomènes. Donc voilà, il y a plein de détails comme ça qui sont intéressants. Quand vous connaissez l'histoire, vous pouvez rechercher tous les détails un peu historiques dans le film, c'est assez marrant. Alors ça, ce sont les héros du film, les Warren, qui sont aussi les héros de Conjuring 1. Alors les Warren dans le film, c'est un peu les héros idéaux de ce type d'histoire, puisque ce sont des sortes de chasseurs de fantômes modernes, qui sont en fait ce sont des fervents catholiques. Et ils ont passé leur carrière à aller investiguer partout, et puis parfois faire des exorcismes aussi, essayer d'aider les gens. Voilà. Et dans Conjuring 2, ils sont super cool. Ils sont, voilà. Bon, les acteurs sont très bien, donc Patrick Wilson et Sofia Vergara. Ils sont très sympas, ils aident les gens, ils sont assez fins, assez intelligents, etc. Et puis vous avez une photo des vrais Warren. Et voilà, les vrais Warren, c'est un peu différent.
Ce sont des gens qui parlent beaucoup de paranormal, mais qui en général n'avaient pas l'air d'en connaître grand-chose au niveau scientifique. Ce qu'ils en disent, c'est vraiment plutôt un discours de croyants religieux au paranormal. Il n'y a pas beaucoup de dispositifs scientifiques. Quand ils vont étudier un cas, ils interviewent les gens. Il n'y a pas un dispositif vraiment rigoureux, alors que ça existait déjà à l'époque. Il y avait déjà, comme on a vu, des groupes qui étudiaient scientifiquement le paranormal, en tout cas qui essayaient tant qu'ils pouvaient. Et ce sont aussi des gens qui étaient connus pour essayer de se faire de l'argent avec les cas. Donc en fait, ils débarquaient quelque part. En général, ils trouvaient que c'était incroyable ce qu'ils voyaient partout, et puis ils essayaient après d'en faire des livres, de convaincre les gens de faire des collaborations pour toute une série de moyens lucratifs. Et ils ont continué à faire ça toute leur vie. Ils ont créé un musée chez eux, dans leur maison, qui existe toujours d'ailleurs, je ne sais pas si on peut le visiter encore actuellement, mais en tout cas il existe toujours. Ils ont fait plein de bouquins. Il y a eu des adaptations au cinéma, et dans Conjuring 2, en fait, ils ont été consultés parce que c'est un peu le pitch marketing du film, de Conjuring 1 et 2, c'est que c'est basé sur les dossiers des Warren. Et donc, ils ont fait, James Wan a fait un partenariat, en fait, avec les Warren pour le scénario de Conjuring 2. Et donc, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, le scénario, en tout cas, est basé sur la version des Warren et pas uniquement sur les faits historiques. Et c'est un détail tout à fait intéressant parce que ça va nous servir par la suite quand on parlera un peu de la manière scientifique d'aborder ces phénomènes. Alors qu'est-ce que ça change finalement? Qu'est-ce qu'il y a comme différence entre la vision des Warren et puis ce qui s'est passé dans la vraie histoire? Pour les Warren, c'était un cas de possession démoniaque, en tout cas quelque chose qui était lié à un démon, et c'est la conclusion qu'ils posent dans beaucoup de cas en fait. Donc souvent ils vont investiguer un cas et puis ils ont l'impression qu'il y a un démon, quelque chose de démoniaque, de satanique. Et c'est lié à leur foi religieuse, puisque ce sont des catholiques. Et donc, ils sont dans l'idée, en très résumé, que tout ce qui est paranormal, si c'est pas lié à Dieu, ou en tout cas au pouvoir de Dieu, c'est d'office satanique. Parce qu'il n'y a pas d'autre chose, en fait, pour eux. Il n'y a pas d'autres dieux, d'autres entités surnaturelles, de quelque sorte que ce soit. Il y a Dieu, et puis il y a Satan, ou le démon, ou peu importe comment on l'appelle. Donc automatiquement, ils ont cette vision des choses qui est assez binaire. Et Conjuring 2, en fait, met ça en scénario, et tourne toute l'histoire autour d'une sorte de démon qui hante la famille, et qui en veut aussi aux Warren, pour des raisons développées dans le film, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Mais voilà, en tout cas, c'est vraiment très démoniaque. Ce qui est totalement absent de l'histoire réelle, parce qu'il n'y a pas de référence aux démons dans l'histoire réelle. Il y a des références aux fantômes, parce que c'est comme ça que c'est un peu interprété, mais il n'y a pas de référence du tout à Satan, à des trucs démoniaques. Et on peut même constater, en fait, dans les interviews, que la famille ne vit pas si mal que ça, les phénomènes. Ils ne sont pas traumatisés, ils ne s'enfuient pas de la maison, ils continuent à vivre dedans. D'ailleurs, ils sont interviewés là-dessus par la BBC. On leur demande comment ça se passe et ce qu'ils expliquent, c'est que ils se sont quand même habitués avec le temps. Ils rigolent, ils font des blagues. Voilà. Ils n'ont pas l'air de vivre trop mal, quoi. Évidemment, dans le film, ça se passe pas comme ça, sinon ça serait pas très intéressant. Dans le film, c'est vraiment horrible et ils sont pas très heureux dans le film. Tout ça à cause du démon qui est ici, donc voilà. Qui est très sympathique. Je vous mets pas les pires photos, celle-là elle est encore sympa, parce que je veux pas vous traumatiser. Mais voilà, ça c'est le démon de Conjuring 2, donc, qui n'est donc pas très historique pour le coup. Donc voilà, donc le démon au cœur de Conjuring 2, donc ça n'existait que dans l'esprit des Warren. Et comme je disais, James Wan a beaucoup travaillé avec eux là-dessus. Et cette interprétation elle a été très critiquée par plein d'autres investigateurs à l'époque, qui n'appréciaient pas beaucoup les Warren. Il faut savoir qu'ils n'étaient pas particulièrement appréciés par beaucoup de gens, parce que il y avait quand même pas mal de témoignages. Ils ne se cachaient pas du fait qu'ils essayaient de faire de l'argent avec les cas, et qu'ils avaient tendance à exagérer, à créer un peu des données qui n'existaient pas. Et ils ont continué à faire ça toute leur carrière. Aujourd'hui, ils sont tous les deux décédés, mais il y a encore le mari de la fille des Warren qui s'occupe de gérer le musée et qui continue à faire des conférences, des formations.
et qui participe aussi à des émissions YouTube avec des chasseurs de fantômes, pas sérieux du tout, de nouveau dans l'idée de faire du fric. Donc ça n'a pas changé. Voilà, vous pouvez voir notamment, il y a eu une émission YouTube d'une chaîne américaine très connue avec des gens qui vont dans des maisons hantées passer la nuit, où ils ont été dans le musée des Warren, qu'ils ont réouvert pour l'occasion. C'est assez ridicule, j'en toucherai quelques mots après. Alors, on va parler un petit peu de la recherche scientifique. Pour faire cette partie, je me suis surtout inspiré du livre Ghosted, qui est un livre qui est sorti il y a 3 mois, et qui fait la synthèse de toutes les recherches récentes sur les fantômes et les maisons hantées, ou en tout cas sur ce qui est appelé comme ça. Voilà, alors évidemment, c'est assez vaste, donc je n'ai pas fait une synthèse de la recherche, ce que je fais souvent dans mes conférences. Ici, c'est plutôt quelques éléments tirés ici et là que j'ai estimés de manière assez subjective, intéressants pour comprendre les cas un peu classiques qu'on rencontre dans le paranormal, enfin dans les histoires de poltergeist. Et aussi parce que ce sont des chercheurs, les chercheurs qui ont écrit ce livre, qui est en fait un groupe de chercheurs, ont proposé quelques nouvelles manières de travailler qui sont vraiment intéressantes et qui vont vous donner une idée de comment est-ce qu'on peut aborder scientifiquement ce type de phénomène d'une manière qui est la plus fiable, la plus valide possible. Ce livre est très très bien, il couvre plein de domaines, donc si ça vous intéresse, ça se trouve aussi en version digitale sur Kindle. Ça coûte une quinzaine d'euros en digital. C'est en anglais par contre. Alors d'abord, il y a une question très importante qui est développée en long et en large par les chercheurs, c'est la question du cadrage idéologique. Jusqu'à présent, on a parlé de maisons hantées, de fantômes, de démons, de poltergeists. Dans d'autres cultures ou dans d'autres endroits, on pourrait aussi parler de djinns ou d'autres types d'entités paranormales. En réalité, voilà, ce qu'on veut montrer par là, c'est que les termes qu'on va mettre sur ces phénomènes et la manière dont on va essayer de les comprendre ou de les observer, ça dépend de notre idéologie préalable. Voilà, donc ici, dans notre culture, on va plutôt parler de fantômes, de maisons hantées. Mais si je vais, je ne sais pas moi, au Congo ou au Japon ou en Indonésie, je ne sais pas, ça ne va pas forcément être la même chose. Voilà, j'ai cité les djinns. Voilà, les djinns, c'est une entité paranormale assez importante dans les cultures musulmanes. Chez nous, on n'entend pas beaucoup parler des djinns. Donc voilà, il y a vraiment un cadrage culturel qui fait que les phénomènes vont être analysés d'une manière différente. Et ça peut imprégner aussi les recherches et biaiser, entre guillemets, les enquêtes qu'on fait, les recherches qu'on fait. Parce qu'en gros, on conclut déjà une certaine nature des phénomènes, alors que finalement, c'est pas forcément pertinent. Donc la proposition de certains chercheurs, et de ceux du livre en tout cas, par rapport à ça, c'est de se centrer sur les phénomènes observables, plutôt que de déjà leur donner des qualificatifs qui induisent certaines caractéristiques. Alors, ce qu'ils entendent par phénomène observable, ça va être des phénomènes objectifs et subjectifs. Les phénomènes objectifs, qu'est-ce que c'est? Ce sont des endroits, par exemple, où on peut mesurer une certaine chaleur ou une certaine température, du matériel électrique qui dysfonctionne, donc des caméras qui s'éteignent, des cartes mémoire qui sont corrompues, des lampes qui clignotent, ce genre de choses, des lumières qui s'éteignent, des images étranges en photo ou en vidéo. Donc ça, c'est un grand classique des chaînes YouTube, des chasseurs de fantômes. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va parfois voir des taches un peu floues sur des photos qui ne correspondent pas à quelque chose qu'on a vu quand on a pris la photo. Ça peut être des pixels qui pourraient montrer une certaine forme, mais en même temps on ne sait pas très bien si c'est une forme ou pas une forme. Voilà, ça peut être des taches de lumière aussi, ce que certains appellent des orbes. Donc les orbes, c'est des taches de lumière, enfin des bouts de lumière en fait qu'on retrouve après sur la vidéo, sur les photos, qu'on n'a pas forcément vu quand on prenait la photo. Voilà, ça peut être des sons si étranges, donc des coups, des grattements, voilà. Et puis il y a des phénomènes qualifiés de subjectifs, donc ça va être des émotions négatives ressenties sans raison connue. Ça va être la sensation d'être influencé mentalement ou physiquement par quelque chose. Ça va être une sensation de malaise physique, de nausée, des tremblements. Ça peut être une sensation de déjà-vu. Ça peut être une sensation qu'il y a une présence près de vous qui passe. Ça peut être aussi la sensation d'être observé. Mais voilà, en tout cas un phénomène qui est plutôt un petit peu plus d'ordre psychologique ou sensoriel.
Quelques infos aussi un peu plus diverses. Si on fait des enquêtes sur le vécu qui est jugé paranormal, on se rend compte qu'il y a 30 à 50% des personnes qui relatent avoir vécu des phénomènes qui semblaient potentiellement paranormaux. Donc c'est assez fréquent quand même dans la population. Mais il y a des expériences qui sont très fréquentes, d'autres qui sont beaucoup plus rares. Ce qui est assez fréquent dans les vécus, c'est la sensation d'être observé, impression de froid, impression de courant d'air, un dysfonctionnement électrique. Donc voilà, appareil qui dysfonctionne, lumière qui clignote, etc. Des sons étranges, de nouveau, grattements, des coups. Et puis une impression de contact physique non agressif. Ça, c'est les phénomènes les plus fréquents en fait, qu'on retrouve dans beaucoup de témoignages. Et puis vous avez des phénomènes qui sont à l'extrême plutôt rares. Donc ça, là on retrouve les apparitions d'entités. Donc c'est assez rare que les personnes disent avoir vu quelque chose qu'ils interprètent comme étant une entité de quelque nature que ce soit. Même si c'est ce qu'on voit en général dans les films, en réalité dans les témoignages, c'est pas très fréquent. Les phénomènes de possession, en tout cas ce qui est interprété comme une possession, c'est assez rare aussi. Dans notre culture, parce que dans notre culture ça peut être très fréquent. Dans certains pays africains par exemple, la possession a un rôle culturel important pour plein de raisons. Et donc là c'est des observations beaucoup plus fréquentes. Les objets qui volent, c'est assez rare aussi. Et l'impression d'un contact physique qui est agressif, qui met les personnes en danger, ou qui crée des blessures, ça c'est aussi plutôt rare. Au niveau du profil des personnes concernées, est-ce qu'on peut en dire quelque chose? Il n'y a pas de profil type, mais on peut quand même donner certaines infos, en tout cas des corrélations. Donc, si on prend les personnes qui vivent de manière récurrente ces phénomènes paranormaux, on peut quand même retrouver certaines tendances qui sont un peu plus présentes que la moyenne. Alors là, il y a quand même beaucoup de choses dans la littérature qui est citée. On trouve un peu plus de jeunes femmes avec des troubles somatiques difficiles à expliquer ou à traiter. Donc, troubles somatiques, ça peut être des maladies, enfin, ce qui a l'air d'une maladie, ou en tout cas des difficultés physiques qui n'ont pas une origine identifiée. Ça correspond un petit peu à ce qu'on appelait l'hystérie il y a longtemps. En tout cas, des manifestations physiques inexplicables. Les personnes qui sont hypocondriaques aussi, qui ont toujours l'impression d'avoir mal quelque part, que c'est pas normal, etc. Donc, il y a une plus grande quantité de personnes dans celles qui font ces témoignages. Il y a aussi beaucoup d'adolescents. Alors pourquoi? Il y a différentes raisons, mais les adolescents ont un questionnement autour de la mort qui est quand même assez fréquent. Donc il y a des liens entre ça et puis les fantômes, les maisons hantées, en tout cas dans leur esprit. Et il y a aussi ce qu'on appelle dans la littérature scientifique le legend tripping. Donc ça, c'est le fait que les adolescents ont tendance à rechercher le vécu paranormal. Donc ils ont tendance à rechercher des endroits dans lesquels ils peuvent tenter de vivre une expérience paranormale. Qui a un côté ludique pour eux, un côté captivant, qui attise leur curiosité. Et donc, comme ils ont tendance à rechercher activement ce type d'expérience, on va plus facilement les retrouver aussi dans les témoignages. Et probablement qu'il y a beaucoup d'entre vous, au moins une fois, qui ont dû faire une sorte d'expérience de spiritisme avec des amis, ou un truc genre Ouija, ou quelque chose de ce genre-là. C'est quand même assez fréquent. C'est pas pour autant qu'il y a eu un phénomène paranormal, mais en tout cas, beaucoup de gens ont fait ça à un moment. Alors il y a aussi des questions de deuil, qu'on va un peu distinguer en fait des personnes qui pensent vivre quelque chose de paranormal, mais quand on vit un deuil assez prononcé, il y a une plus grande fréquence d'hallucinations, mais c'est des hallucinations qui sont liées au deuil. Donc c'est plutôt l'hallucination de voir la personne ou des choses qui sont en lien avec la personne qui est morte, et pas autre chose. Mais voilà, c'est quelque chose qui est quand même à noter. Il y a aussi une plus grande proportion de troubles psychiatriques. Alors ça, c'est vraiment un item à prendre avec des pincettes. La proportion est plus grande parce que dans certaines maladies psychiatriques, genre la schizophrénie, il y a des délires, il y a des hallucinations. Donc fatalement, on va avoir plus facilement aussi une impression de vécu paranormal si on a des délires, des hallucinations pour une raison psychiatrique. C'est assez logique. Maintenant, en réalité, il n'y a qu'une toute petite partie de personnes concernées par ces phénomènes qui ont des troubles psychiatriques. Voilà, donc ça n'explique pas vraiment le paranormal, mais c'est quand même important de dire que ces personnes peuvent avoir plus facilement des vécus jugés paranormaux. Si le sujet vous intéresse, il y a un super livre là-dessus qui est écrit par Renaud Evrard, qui est psychologue et qui est membre du comité Para, s'appelle « Folie et paranormal ». Il a consacré un livre entier à cette idée que la folie n'explique pas le paranormal. C'est vraiment très très intéressant.
où il se passe des trucs étranges, et même si d'emblée ils n'ont pas l'interprétation de croire aux fantômes, mais s'ils n'arrivent pas à trouver une autre explication, qu'ils n'arrivent pas à expliquer les phénomènes, ben à un moment ils seraient poussés à accepter l'explication fantôme parce qu'ils ne trouvent pas d'autres réponses en fait. Et que donc ça serait moins angoissant d'accepter une explication qui est déjà présente dans la culture, plutôt que d'accepter qu'on n'arrive pas à trouver l'explication de ce qui se passe réellement. Voilà, ça c'est une hypothèse aussi des chercheurs. Alors il y a d'autres théories aussi qui visent à expliquer ces phénomènes. Ce sont des théories un peu plus paranormales, entre guillemets. Il y a des théories autour de la télépathie, la télékinésie, involontaire. Télépathie, c'est le transfert de pensée. Télékinésie, c'est le fait de déplacer des objets à distance par la pensée. Alors là, ce que ça veut dire, c'est qu'il y a des théories qui partent du principe. C'est pas vérifié, il n'y a pas de preuves qui vont dans ce sens-là, mais en tout cas, la théorie, c'est que notre esprit, ayant des capacités un peu inexpliquées, notamment de télépathie, de télékinésie, pourrait aussi générer à l'extérieur de nous des phénomènes qui semblent paranormaux, mais qui en fait ne sont que générés par notre imagination. En gros, notre imagination pourrait générer des phénomènes physiques dans l'environnement, genre un fantôme, et ça serait juste du coup l'imagination combinée à nos pouvoirs psy. Voilà, c'est une théorie qui n'est pas énormément soutenue par la communauté scientifique, mais en tout cas elle existe. Il y a aussi une théorie qui serait une sorte de résidu mémoriel qui resterait dans l'espace physique et qui rentrerait dans la mémoire des gens. Alors ce que je veux dire par là, c'est que par exemple quand les gens meurent, il y aurait des résidus de leur mémoire qui restent en fait dans, je ne sais pas comment appeler ça, sur Terre, on va dire, en tout cas dans la partie, bon, je ne suis pas physicien, je ne sais pas comment on appelle la partie en tout cas de l'atmosphère dans laquelle on vit sur Terre, enfin pas dans l'espace en tout cas, mais une sorte de champ qui entourerait la Terre là où on vit. Et dans ce champ, il y aurait des résidus de mémoire qui perdureraient et qui après pourraient rentrer en contact avec notre mémoire et donc nous donner des impressions qu'il y a des fantômes, parce qu'on revivrait des choses liées à la mort de quelqu'un dans la maison, par exemple. Alors il y a quelques théories aussi, on va appeler ça les théories de la simulation ou les théories de Matrix. L'idée là, c'est qu'on vivrait dans une simulation, genre Matrix, et que les fantômes sont des bugs dans la matrice, dans le système, comme les éléments déjà vus dans Matrix. Si vous vous rappelez des films, dans le premier, je pense, il y a un moment où il voit un chat noir, et puis il revoit plusieurs fois le même chat noir qui passe un peu comme s'il y avait un bug et qui passait plusieurs fois. C'est un peu la même idée, c'est-à-dire qu'on vivrait tous dans une simulation sans le savoir, et que les phénomènes paranormaux, ça serait des bugs dans la simulation, un truc qui déconne, et donc il se passe quelque chose qui n'est pas normal, qui ne serait pas paranormal, mais qui serait simplement un bug du système informatique, entre guillemets, dans lequel on vivrait. Pas beaucoup de moyens de vérifier que c'est vrai, malheureusement. Mais voilà, c'est une théorie qui existe. Et puis il y a aussi certaines théories liées à des influences purement physiques de l'environnement. Je vais en citer une qui est celle qui est la plus discutée dans la recherche, c'est l'influence des champs électromagnétiques. Donc il y a pas mal de personnes qui ont émis l'idée que les perceptions étranges pourraient être amplifiées ou générées par des champs électromagnétiques. C'est une théorie intéressante, il y a eu plusieurs expériences qui ont visé à tester ça, mais dont les résultats ne sont pas très clairs à ce stade. Il y a eu des résultats positifs, il y a eu des résultats totalement négatifs, donc on ne sait pas très bien. En tout cas, ce n'est pas une théorie qui est prouvée à ce stade, mais elle est intéressante. Notamment, il y a Chris French, qui est un parapsychologue assez connu en Angleterre, qui avait travaillé là-dessus, qui a fait une publication qui était intéressante, où il avait recréé avec un architecte une pièce hantée pour faire passer des sujets dedans, en fait en simulant des champs électromagnétiques et des infrasons. Et les résultats n'étaient pas positifs par rapport aux EMF et aux infrasons, pas ultrasons. Par contre, ce qu'ils ont vu, c'est que la suggestion, elle, produisait bien des résultats. Donc le fait de suggérer à des personnes qu'elles sont dans un lieu hanté, ça crée des sensations de trucs paranormaux. Ça, c'est bien démontré par beaucoup d'études. Donc en fait, vous prenez un vieux manoir ou un vieux château, vous faites venir des gens, vous leur dites que c'est hanté, vous leur faites passer quelques heures dedans, et vous pouvez être sûr qu'il y en a plein qui vont avoir des vécus un peu étranges.
Alors que si vous ne leur dites pas que c'est hanté et que c'est paranormal, bah, il ne se passera pas grand-chose. Donc vraiment, ça on sait de manière assez fiable que la suggestion a des effets très très importants sur le vécu. Et donc, ça va rejoindre aussi certains phénomènes sociaux dont je parlais tout à l'heure. Il y a une sorte de rétroaction entre ce que pensent les gens et puis aussi ce qu'ils vont dire autour d'eux et les effets que ça va produire. Hein, donc si vous allez dans une maison hantée, enfin supposée hantée, vous vivez des phénomènes un peu bizarres, vous en parlez autour de vous, bah, du coup ça amplifie l'effet de suggestion, donc les gens vont avoir encore plus l'impression de vivre des trucs paranormaux. Voilà, il y avait sur le podcast Scepticisme scientifique, que Jean-Michel Abrassard a créé, sur lequel j'ai beaucoup participé. On avait interviewé il y a des années d'ailleurs un propriétaire d'une maison hantée à Tournai, dont le témoignage expliquait bien ce phénomène. C'était une maison qui avait la réputation d'être hantée, il y avait une partie de la maison qui avait brûlé, qui était restée un peu délabrée, mais en gros il ne s'était jamais rien passé de particulier dans cette maison. Et c'était une rumeur qui avait été lancée par des étudiants en journalisme de l'IEX, si ma mémoire est bonne. Et après cette rumeur s'était amplifiée. Et du coup, il y a plein de gens qui venaient à 2 heures du mat, demander devant la maison, essayer de rentrer par effraction pour voir ce qui se passait dans la partie désaffectée. Il y a des gens qui sont même venus enquêter ou faire des messes noires. Enfin, vraiment, il y a eu beaucoup de trucs un peu louches, alors qu'en fait, il ne s'est jamais rien passé dans cette maison. Et donc, cette rumeur, elle a perduré, et au plus, bah, du coup, les gens allaient dans la maison, bah, et plus ils disaient « Ah, j'ai vu un truc bizarre » ou « J'ai eu des sensations étranges », et du coup, ça entretenait la rumeur. Et le propriétaire avait beau dire non, il ne se passe rien, ben, personne ne le croyait. Donc voilà, ça c'est vraiment un très bon exemple de cette contagion en fait des idées. Ça se répand un peu comme un virus en fait. Une fois que l'idée est lancée, ça se répand comme ça dans la population. Voilà, donc quelques infos sur les influences culturelles et sociales. Donc les croyances et le folklore donc, de notre culture influencent notre imaginaire. Pareil pour celle de la famille. Donc évidemment, les croyances de votre famille dans laquelle vous avez baigné peuvent avoir une influence importante. Lorsqu'un phénomène se produit, les investigateurs aussi vont créer par leur présence une nouvelle dynamique. Donc ça, rappelez-vous, le Poltergeist d'Enfield, donc avec les investigateurs qui viennent pendant des mois, tous les jours à la maison, voire dorment sur place, etc. Ben, ça crée un nouveau système en fait avec les occupants qui peut amplifier le phénomène, enfin qui va souvent amplifier, et qui crée aussi une audience en fait. C'est-à-dire on peut dire que les enfants finalement, en tout cas les deux qui vivaient des trucs paranormaux, bah, ça devient une sorte de scène de spectacle en fait. Dès qu'il se passe quelque chose, tout le monde vient les observer, tout le monde les questionne. On peut imaginer un peu les effets que ça peut avoir sur des enfants de 10-12 ans, c'est pas rien quoi. Et pareil à l'école, puisque comme c'était connu, bah, ça veut dire qu'à l'école des enfants, bah, il y avait aussi du harcèlement, il y avait des sobriquets sur les enfants, etc. Donc voilà, il y a une influence importante, en tout cas à ce niveau-là. Et ça peut avoir pour but donc d'attirer l'attention, de gagner une certaine valorisation, le fait d'entretenir ces phénomènes, si c'est en tout cas fake. Hein. Et donc si c'est un truc qui est simulé pour un avantage quelconque, bah, évidemment l'intervention des journalistes risque aussi de faire exploser le phénomène, puisque le bien devient beaucoup plus intéressant pour les personnes qui simulent le phénomène. Voilà, comme je dis tout à l'heure, quand un cas devient connu, il y a une contagion sociale qui fait que c'est de plus en plus diffusé. Ça amène l'histoire à être racontée en masse, ce qui la modifie aussi de plus en plus, puisque les témoignages ont tendance aussi à se modifier et à devenir plus caricaturaux au fil du temps. Et donc ça aussi, ça crée une amplification. Le voisin raconte à son voisin, qui le raconte à son cousin, et puis à la fin, vous avez des démons, alors qu'à la fin, il y avait une tasse qui est tombée par terre. Enfin, au début. Et l'intervention des investigateurs, enfin, peut aussi induire des croyances chez les sujets, puisque les investigateurs vont venir avec leurs croyances et vont en parler avec les personnes chez qui ils vont investiguer. Hein. Bon, c'est typiquement l'exemple des Warren, qui voient des démons partout. Et donc, évidemment, il faut imaginer une famille précarisée qui vit des phénomènes paranormaux dont ils n'arrivent pas à trouver une solution, qui ne sont pas bien avec ça, ou en tout cas, peut-être une partie de la famille n'est pas bien avec ça. Si on imagine qu'il y en a une qui simule potentiellement. Ben voilà, ça peut modifier aussi ce qui se passe, puisque ben, l'investigateur arrive, il dit « Ah, moi je suis sûr que c'est l'esprit de machin qui est mort et qui a vécu ici avant, ou un démon, ou je ne sais pas quoi d'autre. » Ben voilà, ce sont des explications proposées qui peuvent prendre ou pas, et après influencer les personnes.
Et je pense que les Warren, vu le nombre de cas qu'ils ont investigués, ont dû parfois influencer les personnes, parfois négativement d'ailleurs. Voilà, vous imaginez, bon, si vous allez dire à des gens, ah, c'est un démon qui vous poursuit, c'est pas ce qu'il y a de plus réjouissant comme explication, quoi. Voilà, c'est la fin de la conférence. Si vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas, ça nous aide beaucoup. Et si vous ne donnez pas d'argent, vous serez maudit éternellement. Merci à tous.